Rebonjour tout le monde et merci d'être resté, surtout pour un sujet aussi sexy que Entity Framework Core. Pour me faire une idée, qui connaît EF? Oh, quasi tout le monde. Qui est fan d'EF? Un petit 15%. Ce que je peux comprendre plus ou moins, EF n'a pas la meilleure réputation du monde, mais après tout, il n'y a pas beaucoup d'ORM qui ont une réputation parfaite. Mais maintenant que vous êtes là, eh ben, j'ai 4h30 de démo. EF Core a une genèse un peu complexe. Globalement, ça fait, je crois, 3 ans, bientôt 4, que l'équipe Entity Framework travaille une réécriture complète du moteur Entity Framework. Il a commencé en s'appelant Entity Framework Everywhere parce que le but du jeu, c'était de pouvoir faire tourner le moteur Entity sur notamment du mobile et du cloud. Puis en fait, ils se sont aperçus qu'ils étaient en train de travailler à en gros, ce qui allait être la nouvelle version d'Entity Framework. Donc, ils l'ont appelé, comme tout le reste, Entity Framework 7. Problème de Entity Framework 7, c'est que ça venait avec ASP.NET 5 qui faisait tourner du MVC 6. Ça pourrissait un petit peu le message marketing qu'ils essayaient de faire passer, et d'autant plus qu'il n'y avait pas de rétrocompatibilité entre EF7 et EF6. Donc au final, tout le monde s'est mis d'accord, et le machin s'appelle maintenant Entity Framework Core. Je vais essayer de faire plutôt court, en gros, globalement, c'est 10 minutes de présentation du contexte et après, quasiment que de la démo. Voilà, c'est Entity Framework Core qui a gagné. Petit plan en 3 parties, comme les étudiants antithèse synthèse. On va présenter EF Core, on va le comparer EF6, parce qu'on va voir qu'ils vont cohabiter pendant un petit moment, et après que de la démo. Donc, on va commencer par se demander, enfin, la façon dont Entity Framework est distribué a pas mal varié dans le temps. Les toutes premières versions étaient imbriquées dans le framework.NET. On voulait déployer Entity Framework au même titre que n'importe quel composant du framework.NET. Donc c'était livré avec le framework 3.5 SP1 pour les toutes premières versions, puis EF4 était livré avec framework.NET 4. Et globalement, ils se sont rendus compte que le moteur Entity avait besoin d'évoluer plus vite que le framework. Donc la décision a été prise de décorréler les livraisons de Entity avec les livraisons de VS et du framework. C'est pour ça que les nouveaux composants, et uniquement les nouveaux composants de Entity, étaient distribués via NuGet. En revanche, le tooling, lui, était toujours livré avec VS. On était sur une architecture un petit peu hybride, voire bâtarde. Ça s'est un peu stabilisé au moment avec EF6, où les librairies étaient déployées via NuGet, et le tooling, lui, était déployé via le Download Center de Microsoft, et donc voilà, c'est un add-on en global. Voilà, c'est un add-on à Visual Studio qu'on ajoute par-dessus et qui peut avoir son propre cycle de release. On garde la même idée pour EF Core, parce que ça convient bien. Ça, c'est la photo, vous avez déjà vu ce slide ce matin, en gros, c'est la photo du nouvel écosystème Microsoft.NET. Un framework.NET complet, tel qu'on connaît aujourd'hui, sur lequel on peut faire tourner des grosses applis du WPF, du Windows Forms, de l'ASP.NET standard, enfin classique. .NET Core, qui est la nouvelle plateforme, et on a Xamarin qui vit un petit peu pour l'instant sa vie de son côté, qui repose sur Mono. À terme, Xamarin devrait reposer sur .NET Core, ce qui permettra de simplifier un petit peu ce schéma. Et voilà, tout ça, ça repose sur des composants CLR assemblés de façon un peu standard. Avec EF6, vous pouvez cibler le framework.NET complet. Point. Avec EF Core, on s'ouvre déjà pas mal de possibilités, et je peux targeter le framework.NET complet, une application qui repose sur le framework.NET Core, et aussi faire embarquer
ma couche d'accès aux données dans une appli Xamarin. Voilà, ça m'ouvre déjà pas mal de possibilités en plus. L'équipe Entity travaille aussi à de nouveaux providers, et c'est là qu'on va tordre un peu la catégorie de framework dans lequel se situe Entity, c'est-à-dire que c'est plus seulement un ORM. ORM, je pense que je ne vous apprends rien, c'est Object Relational Mapper. Avec Entity, on va vouloir prendre certaines bonnes pratiques et les emmener vers le monde non relationnel. Et on devrait voir apparaître assez rapidement, ce n'est pas encore arrivé, mais des providers NoSQL de type Azure Storage, Mongo, Redis, DocumentDB. On n'oublie pas la partie relationnelle, ça ne bougera pas, et on gardera à peu près les mêmes types de providers qu'on a avec Entity 6, à savoir SQL Server, Postgre, Oracle, etc. Tous ne sont pas encore prêts, mais ça arrive, notamment pour le provider Oracle. Et on voit l'apparition d'un petit dernier, le in-memory, qui vient pallier un des gros soucis d'Entity Framework, qui était sa testabilité. Entity, jusqu'ici, était pieds et poings liés avec sa base de données. C'était très compliqué de développer une abstraction par-dessus et de rendre votre couche d'accès aux données testable sans taper sur la base de données qu'elle est derrière. Donc ces différents providers viennent s'ajouter au cœur de Entity Framework Core, un peu moche comme terme, mais dans lequel on met les services communs à tous les types de providers, ou au moins utilisés par beaucoup d'entre eux. On parle de la gestion des métadonnées, c'est de la description de votre modèle. Le Unit of Work, c'est le pattern qui est implémenté par le DB Context. Tout le monde voit ce que c'est qu'un Unit of Work? Vous avez le droit de me répondre non. Vous avez le droit de me répondre. Globalement, ça représente un peu le même niveau d'abstraction qu'une transaction sur le modèle SQL, c'est-à-dire que on va mettre dans un paquet plusieurs commandes ou plusieurs actions à exécuter, et quand vous appelez le save changes sur le DB context, il fait exécuter l'ensemble de celles-là. Voilà, ça donne ce qu'on appelle une transaction. Le pattern repository, c'est celui qui est implémenté par les DB7. Chaque DB7 implémente du add, du remove, du where, du select, etc. Le change tracking, c'est chaque action que vous faites sur le repository va alimenter la collection des changements qui s'opèrent sur votre modèle, et quand vous appelez le save changes, ça va exécuter chacun de ces changements sur votre source de données. Et enfin, la génération du SQL, parce que c'est une grosse partie de l'intelligence que c'est faire EF, c'est traduire des requêtes link très complexes en SQL, si possible efficace et performant. On note qu'aujourd'hui, les providers non relationnels, les providers NoSQL, ne sont pas encore implémentés dans EF 1.1, enfin ni dans 1.0 ni dans 1.1. Ils arriveront dans un futur relativement proche. Le moteur a été pensé légèrement différemment. Aujourd'hui, quand vous intégrez EF6, vous avez une lib, Entity Framework, point, qui pèse un certain poids, qui est très lié à System.data. Entity Framework Core a été pensé pour être plus modulaire, c'est-à-dire que si vous allez taper demain une base non relationnelle, vous n'allez pas embarquer les composants qui servent à faire la traduction de la traduction d'une requête link en requête SQL. Vous allez prendre que ce qui vous intéresse pour le monde non relationnel. L'API de haut niveau va relativement peu bouger. Donc le développeur qui connaît Entity Framework 6 ne sera pas totalement perdu avec Entity Framework Core. On garde le DB Context, on garde le DB7. Les concepts fondamentaux ne bougent pas. En revanche, ils ont été entièrement réimplémentés. Tout EF Core a été développé sous la forme d'une collection de services. On est revenu assez souvent pendant la journée, mais repose assez lourdement sur les principes de l'injection de dépendance. Donc, vous avez une collection de services et c'est très facile de débrancher un service pour en rebrancher un autre à la place, et on verra un des exemples tout à l'heure dans la démo. Un des autres gros objectifs, c'est une consommation faible en ressources mémoire. Quand on parle mobilité et qu'on parle cloud, c'est assez cher. Les ressources que vous payez, les ressources que vous consommez, vous les payez sur le cloud. Donc on va penser empreinte mémoire plus légère, et on va parler
performance meilleure à consommation beaucoup plus faible. Et le tout, et ça c'est comme un .NET Core dans son ensemble, mécanisme pay-per-play, c'est-à-dire que j'utilise uniquement ce dont j'ai besoin et je ne me retrouve pas à tirer une grappe de choses dont 90% qui ne me servent pas. EF Core et EF6 vont cohabiter pendant un petit moment. EF Core tient compte, c'est Rowan Miller, donc qui est le responsable de produit de l'équipe Microsoft qui est en charge de Entity Framework qui le dit, tient compte de son historique, c'est-à-dire que les choses ne changent pas pour changer, mais l'objectif c'est de ne pas être contraint par ce dernier. Voilà, donc on veut garder ce qui marche bien et changer tout ce qui marche moyennement. Donc c'est vraiment une réécriture complète. Si vous regardez le code, alors le code de F6 n'était pas accessible jusqu'à récemment, mais maintenant il l'est. Mais si vous regardez le code de F6 et le code de F-Core, c'est pas la même base de code du tout et il n'y a absolument rien qui a été porté. C'est une réécriture complète. Et toutes les fonctionnalités de F6, notamment celles qui sont peu utilisées, ne seront pas forcément portées. Donc il y a des choses qui existent aujourd'hui dans le F6, si vous utilisez des fonctionnalités vraiment au point de vue du F6, il est possible qu'elles ne soient pas portées sur EF-Core. Donc il va falloir bien se poser la question du moment du choix de votre ORM. Le F6 est nettement plus stable et mûr, le truc existe depuis 8 ans. Il y a un gros écosystème de providers et même si on pense que tous seront portés, ce n'est pas une garantie. En revanche, EF6 continuera d'être supporté et maintenu pendant un bon bout de temps. Globalement, il va garder le même cycle de vie que le framework.NET. EF-Core, lui, est une vraie 1.0. C'est-à-dire qu'il sort, c'est un produit neuf. Sa couverture fonctionnelle, elle est encore incomplète. Il y a pas mal de choses qui existent dans EF6 qui n'existent pas encore dans EF-Core. Et notamment, on a seulement certains providers qui viennent. On parle surtout de provider SQL Server, on a un provider SQLite, un provider in-memory, mais on n'a pas la richesse de providers qui existe avec EF6. Donc EF6 continue d'être un bon choix pour pas mal d'applications, et notamment celles qui reposent sur le framework.NET complet, et réfléchissez bien avant d'adopter EF-Core. Si le designer, c'est pour vous un critère de décision, c'est pas dit qu'il existe, c'est pas dit qu'il soit porté vers EF-Core qui est vraiment pensé code first. En revanche, il y aura forcément la possibilité on a toujours la possibilité de partir de la base de données et de générer le modèle de données en reverse engineering. Donc on peut toujours partir de la base de données, mais le mapping, lui, il sera sous forme de code. Voilà. Pas de DMX. Passer de F6 à EF-Core, voilà, ce n'est pas une simple mise à jour, c'est une vraie migration. C'est-à-dire qu'il y a du code qui marche sur F6 qui ne marchera pas sur EF-Core. Il y a certaines API qui sont apparues, il y a certaines API qui ont un nom à peu près semblable, mais qui fonctionnent très différemment. Voilà, vous n'aurez pas un wizard qui permet d'upgrader, de dire j'étais sur F6, maintenant utilise EF-Core. Il y a un petit peu de réécriture à prévoir. Et j'ai été très vite, on va attaquer les démos, et j'en ai plein. On va commencer par une première démo qui est de présenter la version la plus basique de EF-Core. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai un projet console, qui est d'ailleurs un projet .NET standard 4.6.1. Je ne l'ai pas forcément précisé tout à l'heure, mais on peut utiliser EF-Core sous forme de package NuGet sur n'importe quel type de projet .NET. Moi, j'ai fait le choix de prendre des projets .NET complet 4.6.1, donc vous pouvez toujours prendre vos applications legacy et utiliser EF-Core. Vous n'êtes pas lié à .NET Core. Donc, hop, je vous présente forcément. Ok. Mon mapping dans EF-Core, globalement, les gens qui connaissent EF6 ne seront pas totalement perdus. On a un blocking contexte. Vous voyez bien ou je peux... C'est mieux.
un blogging context qui hérite de DB context, dans lequel j'ai posé des datasets blog et post, une classe blog, une classe post qui sont des POCO et avec des propriétés de navigation de l'une à l'autre. Donc un post appartient à un blog et un blog contient une collection de posts. Première chose à noter, je n'aurai rien d'obligatoire en configuration. Là où pour utiliser UFC, s'il fallait déclarer une section de conf particulière, puis une connection string qui pouvait être en plus très complexe à écrire dans le cas du model first. Un des principes ici, c'est de simplifier la configuration de .NET Core. Donc, je vais prendre mon DB context et je vais vouloir dire target-moi une base de données SQL Server en local DB. Pour faire ça, j'override la méthode onConfiguring du DB context et je vais lui dire optionsbuilder.useSQL je vais afficher ce bonhomme-là. D'une connection string qui est cette fois une connection string entièrement standard. Donc c'est une local DB la base de données va s'appeler démo EFCore 101. Et là, je me suis déjà ouvert une connexion vers mon local DB et cette base de données n'existe pas encore. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai eu à faire pour dire ce DB context va aller targeter cette base de données-là. Ne faites pas ça chez vous. Enfin, globalement, la connection string, c'est quand même bien de la planquer dans un fichier de connexion ou que ce soit d'autres, mais pas en durant dans le code, évidemment. J'ai une classe main, qui est le main de ma console, dans lequel, pour l'instant, je vais vouloir effectuer des actions sur ma base de données. Première chose que je vais faire, et qui est assez pratique en mode développement, c'est que je vais pouvoir dire à Entity, si ma base de données n'existe pas, génère-la moi. C'est cette méthode qui va pouvoir faire ça. Je dis à mon contexte, assure-toi que cette base de données existe au moment où je vais commencer à exécuter mes prochaines commandes. Ici, j'ai créé une nouvelle instance d'un blog, et vous ne devriez pas être perdu, mais... je suis bête, j'ai déjà mon using. db.blogs.add de mon blog db.savechanges. Peu de surprise jusque-là. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer la liste de mes blogs. Dont l'URL commence par HTTP, ce qui devrait me retourner un certain nombre de mes blogs, et je vais le trier par quoi? Allô? Pardon. Donc là, j'ai une action d'écriture, une action de lecture, et je vais afficher le nombre de blogs qui sont en base.
Tout le monde est à l'aise avec la notation sur l'inférence sur les chaînes de caractères. Voilà. C'est un peu plus joli qu'un string.format. Bah voilà. C'est un peu long la première exécution parce que justement NTD va se charger de créer la base de données pour moi. Ok. Histoire que vous ne me croyez pas sur parole, je regarde ma liste de bases de données, je la recherche, effectivement j'ai bien une base de données EF-Core qui contient 2 tables, blog et post. Voilà. Ça c'est le truc de base, globalement tout développeur NTT devrait comprendre ce bout de code. On va regarder ce qui a été fait au niveau des perfs. Est-ce que quelqu'un a déjà eu des soucis de perf avec EF? Il y a un petit nœud là, il y en a quelques-uns quand même. C'est un des gros reproches fait à EF, c'est globalement c'est les perfs. C'est pour ça que beaucoup se tournent vers des choses plus légères type Dapper, micro ORM, où globalement ça reste de la DO.NET hein, un peu plus sexy qui prend en charge votre mapping. On va aller regarder ce que donnent les perfs sur EF-Core. Alors, j'ai un projet dans lequel j'ai un mapping EF6 et un mapping EF-Core. Les deux targetent la même base de données. Ce que je vais faire, c'est comparer vraiment à infrastructure rigoureusement identique les perfs de EF-Core avec les perfs de EF6. Donc les deux... J'ai installé une base AdventureWorks qui me donne voilà, en gros, c'est la base standard de MS pour les démos, et dans lequel il y a pas mal de données. Je me suis préparé un squelette qui va me permettre de comparer justement ces perfs, et on va compter combien de temps ça prend. On fait volontairement un warm-up pour que la base soit up et dispo pour les deux. Et voilà, on va exécuter les deux commandes et comparer les résultats. Ce que je vais faire dans un premier cas, c'est lister mes clients. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer les custom. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais un gros select étoile sur ma table de customer qui contient oh, ils sont où les customers déjà? Sales.customer. « 19 000 lignes. Là, je fais un gros select étoile sur une table qui contient 19 000 lignes et voyons voir ce que ça donne. Moi, ça m'a mis une petite claque la première fois que j'ai vu ces chiffres. Globalement, sur la première exécution, donc sur la première itération, on marque quand même un gain de perf de 67% sur une bête requête. Et ensuite, la mécanique de cache de EF commence à rentrer en compte et globalement, ça s'accélère. Là où les performances sont stables d'une itération à l'autre, voire ralentissent, ça c'est ma machine, entre EF6, entre les différentes itérations avec EF6, les performances s'améliorent assez grandement jusqu'à gagner quasiment 50% entre l'itération 1 et l'itération 3 avec EF-Core. Il y a un énorme boulot qui a été fait sur les perfs.
c'est assez, et c'est assez flagrant, et on va continuer à regarder, on va creuser un petit peu. Donc là, ce que j'ai fait, c'est un bed select étoile. On va essayer de faire une requête un peu plus tordue. Donc les développeurs, ils aiment bien les requêtes link tordues. On a tous appris à bien maîtriser link, donc on écrit des requêtes link imbidables. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher tous les clients qui ont un account number. Donc là, en plus, on parle de tablelier. Donc c'est une requête où il y a déjà une jointure. Dont l'account number termine par 1. Je les trie par account number, puis par date de modification. Je ne prends pas les 100 premiers parce que j'en ai pas envie. Le group by interruptory ID, ce qui fait que, en gros, je délègue la requête SQL me fait un gros group by. Et j'exécute tout ça. On reste dans le même ordre de grandeur. C'est-à-dire que le boulot qui a été fait sur les performances brutes a été fait aussi sur la qualité des requêtes SQL qui sont générées par EF. Enfin, c'est assez parlant. Hein. Dès que le cache rentre en marche, et commence à être utilisé, on est en train de diviser les perfs par 5. Enfin, en train de multiplier les perfs par 5. C'est assez rigolo. On va continuer à faire des choses. Là, ça, c'est sur de la lecture. On va faire des écritures. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller créer 1000 catégories. C'est-à-dire que je vais demander, enfin voilà, je vais boucler, je vais aller créer 1000 catégories. Égal, alors celle-là, elle s'appelle 6. Oula. Et à la fin de ma boucle, je sauvegarde. On va aller faire la même chose. Allô? Pardon? Ah, oui, non, effectivement, je ne vais pas aller très loin. Ok. Donc là, je vais aller faire, et lui, c'est un EF produit catégorie. Donc là, je vais aller faire 1000 écritures. Gain de perf, il est d'une violence assez insoutenable. On est quand même en train de parler de diviser par 20 les temps d'exécution. Voilà. Si un jour, globalement, si vous aviez des problèmes, si les performances, c'était un truc que vous reprochiez à EF et que vous aviez choisi autre chose, je vous incite assez fortement à aller rejeter un œil et à retester la nouvelle version. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit l'implémentation naïve d'une insertion en masse, mais je sais que ça se tweak, globalement. Je sais qu'on peut améliorer les performances. Quand on connaît bien EF, on peut améliorer les performances. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tweaker en gros les perfs pour EF6 et je vais les comparer à l'implémentation complètement naïve de F-Core. Première chose que je vais faire, c'est... là, je suis en train d'insérer plein de nouvelles catégories, mais je sais qu'elles ne vont pas changer. Donc je vais désactiver le tracking.
Et deuxième chose à faire, c'est que plutôt que de faire 1000 insertions indépendantes, je vais essayer de faire du bulk. Donc je vais me créer... qu'est-ce que... Narrator dialog. C'est pas ce que No je veux. button. Exiting narrator. Pardon. C'est mieux. Donc je me crée une liste de 1000 éléments. J'ajoute ces 1000 éléments à ma liste. Et à la fin, je fais un db.categories.addRange de mes catégories. Voilà. C'est du bulk insert. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai quand même tweaké assez fortement mes opérations sur EF6, au risque de quand même de polluer un petit peu le code. Enfin, voilà, ça c'est du code qui est très lié à la base de données. Je suis en train de polluer mon code métier avec des choses qui sont vraiment de l'ordre de ma couche d'accès aux données. Et par contre, l'implémentation naïve et simple de Fcore, j'y touche pas. On est quand même sur des ordres de grandeur. Alors, les perfs, globalement, on a quand même divisé par plus de 2 les temps de traitement sur EF6, mais on reste sur un ordre de grandeur qui est assez colossal, sachant qu'on n'a même pas tweaké la partie EF-Core. Globalement, enfin, rien que ça, c'est quand même impressionnant. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va commencer à aller jeter un œil un peu sous le capot et voir comment on peut customiser la façon dont mon mapping est fait entre ma base de données et mon modèle relationnel. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Voilà, c'est pareil. J'ai un DB contexte tout bête qui contient des blogs et des posts. Il tape sur une base qui s'appelle démo.convention. Je l'exécute. In drop, il me recrée la base. Vous voyez bien là ou pas? Ou je zoome? Ok. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Pour l'instant, Entity m'a appliqué le mapping par convention, le standard, c'est-à-dire que j'ai une table qui a exactement le même nom que mes entités, le nom de mes colonnes exactement, et on sait que globalement un string dans ma POCO sera traduit par un nvarchar de max côté base de données. Et enfin, voilà, tous les objets de ma base de données sont générés par rapport à la convention. Je vais vouloir tweaker un petit peu ça. Avec EF6, c'était un petit peu fastidieux et il y a eu un bon boulot de fait là-dessus sur Fcore pour rendre ces choses-là plus simples. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour mon model builder, pour chacune de mes entités,
je vais vous leur dire maintenant, applique-moi une convention qui dit préfixe-moi le nom de la table par TBL. Donc pour ça, égale entity.crtype.name. Donc là, je lui dis pour chacune de mes entités, préfixe-moi pourquoi est-ce qu'on est obligé d'utiliser la méthode relational? C'est-à-dire que Entity Framework Core, à terme, ne permettra pas de cibler uniquement des bases relationnelles, mais aussi des bases documentaires ou clés-valeurs. Donc tout ce qui a trait au monde relationnel est descendu d'un sous-niveau. Et donc on y accède via cette méthode relational qui me rend un Relational Entity Type Annotations. Ensuite, ce que je veux vouloir faire, c'est que je ne veux pas que mes chaînes de caractères soient stockées sous forme de nvarchar max parce que j'estime que ça prend trop de place. Je vais vouloir qu'elles soient stockées sous forme de nvarchar de 200. Alors, pour chacune de mes entités, et uniquement pour celle de type chaîne de caractères. Donc là, depuis mon entité, je récupère la collection des propriétés de mon entité, mais uniquement où voilà. Donc cette boucle me permet de boucler sur la liste des collections des propriétés de type string de mon entité et de dire property.setMaxLength à 200. Dernière chose que je vais faire, c'est que je veux customiser la façon dont sont générés mes foreign keys. Donc c'est pas... Je vais boucler sur entity.getForeignKeys. Voilà. L'important là, c'est de noter que le mapping est beaucoup plus accessible qu'avant. On va voir un exemple assez parlant là-dessus juste après. On va dire que fk.relational.name égale fk.relational.name.toLower. Je drop ma base, je vais la recréer. On va aller voir ce que ça donne côté base de données. Mes tables sont maintenant préfixées par TBL. Mes chaînes de caractères sont maintenant des nvarchar de 200. Mes clés étrangères sont maintenant en lower, en minuscule. Voilà. Donc l'objet de cette démo, c'est de montrer que, en quelques lignes de code, je suis capable de customiser assez fortement et assez facilement le mapping entre le monde objet et le monde relationnel. On va maintenant voir un exemple où je vais utiliser un même modèle entity pour targeter, dans un premier temps, différents types d'applications, et dans un deuxième temps, même deux bases de données différentes. Donc j'ai une PCL qui s'appelle NodeTaker, qui contient un DB contexte et
et une classe note qui contient pas grand-chose. Voilà, un ID, un texte, une date de création et une propriété dont on parlera juste après. Mon note contexte. Cette fois, je ne veux pas targeter une base SQL Server, je veux targeter une base SQLite. Dans mon configure, options builder, use, cette fois on va utiliser use SQLite, une chaîne de connexion. Ah, décidément. Notez que j'ai accès à cette méthode d'extension parce que j'ai ajouté le package NuGet microsoft.entityframework.sqlite. Globalement, chaque package NuGet va exposer ces méthodes d'extension qui permettent de configurer son DB contexte. Et les clés et les propriétés d'association pour l'IOC. Donc là, j'ai dit d'utiliser une base SQLite qui sera stockée au même endroit que l'application. J'ai une petite application Windows 10 et on va regarder le code de cet écran. Voilà, j'ai créé une nouvelle note à partir des champs de saisie et je vais vouloir les sauvegarder dans la base de données. Note contexte db.notes.add de notes db.savechanges. Voilà, je vais m'assurer que la base de données est bien créée. Donc ça à chaque démarrage de l'application et on est parti. J'ai pas changé le target, pardon. Ok. J'ajoute une nouvelle note et elle est sauvegardée dans ma base de données locale. Concrètement, ce truc-là, il est planqué, il est planqué, il est planqué. Voilà. Ah, ok. Donc on voit bien que la base a été créée il y a à peu près une minute. Au fin fond de AppData Local Package, l'identifiant de mon application UWP et Local State. Donc voilà, comment j'ai targeté simplement une base SQLite depuis une application Windows App, Windows 10. Je vais vouloir targeter exactement la même chose depuis une bonne vieille application Windows Form. Si vous n'aimez pas Windows Form, c'est parfaitement normal. Mais je vais aller modifier le code derrière mon form principal et on va faire exactement la même opération. New note contexte db.notes.add de ma note.
Save changes. Hop. On exécute. L'interface Windows Form que tout le monde aime. C'est moi qui ai soufflé comme ça. Désolé. J'ajoute des notes. Cette fois, ma base de données, elle est dans bin, debug, note.db, au même endroit que mon application WinForms. Voilà. Donc, exactement la même configuration pour mes deux projets. J'utilise mon DB Context de la même façon et je suis capable de targeter deux bases de données différentes à partir d'un seul modèle. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est, dans certains cas, je veux pouvoir targeter une base de données distante, donc avec une configuration différente. Donc, pour ça, je vais retourner dans mon autre contexte. Et je vais m'ajouter un nouveau constructeur qui prend en entrée un DB Context Options et je donne ça à manger à ma classe de base. Et voilà. Je vais rajouter un peu de code défensif pour éviter de surcharger le comportement des applications déjà existantes. If not optionsbuilder.isConfigured, à ce moment-là, fais-moi ça. Donc là, qu'est-ce que je viens de lui dire? Je viens de lui dire, si jamais tu n'es pas déjà configuré, utilise SQLite. Sinon, utilise la configuration qu'on t'a donnée spécifiquement. Je retourne dans mon application WinForms et je vais vous montrer un petit peu. Je vais afficher l'IHM et la première chose que je vais faire, c'est que je vais ajouter une colonne qui correspond à ma propriété isLoaded. OK. Et maintenant, il devrait m'afficher ma propriété isLoaded. Et dans le code de ce truc-là, j'ai un petit menu dans lequel je lui dis « Synchronise-moi ça avec une base de données distante ». Je me suis préparé une connection string qui tape sur une base qui s'appelle Remote Database. Enfin, sur une connection string qui s'appelle Remote Database, dont la configuration est la suivante. C'est une base locale DB qui s'appelle NoteTaker. Où j'en étais? Donc là, en fait, je veux donner à mon DB Context une configuration particulière que je lui injecte. Pour ça, je vais me créer un nouvel Option Builder. DB Context Options Builder, voilà. Et je vais lui dire optionsbuilder.use SQL Server de ma connection string. Et ensuite, using db égale note context de options ouais, c'est ça. Options builder point option
Donc là, j'injecte de la configuration particulière à mon DB context. Je lui dis db.note.add. D'ailleurs, non, c'est add range de new note. db.save changes. Qu'est-ce que j'ai fait? Tac, tac. Vous me suivez ou je tape n'importe quoi en parlant tout seul? C'est bon? Ça marche pas en vrai. Ça c'est rigolo. L'appli est toujours lancée. Oui. Je build, c'est mieux. J'exécute. Donc là, pour l'instant, mes notes sont sur ma base de données locale et je suis dans un scénario où de temps en temps, je vais pouvoir synchroniser avec une base de données distante. Files, upload. J'ai uploadé mes 2 notes, elles sont bien sur mon serveur et on va les vérifier. Et voilà. Je recommence. Je resynchronise. J'en ai 3. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on peut quand même utiliser on a une utilisation assez souple du DB context où je suis capable avec le même DB context de targeter à la fois des applications différentes, en l'occurrence une appli universelle Windows 10 et une bête appli WinForms, et aussi de pouvoir utiliser une base de données distante. Donc tout ça avec le même DB context, avec relativement peu de code. On va continuer à ouvrir le capot et on va aller regarder ce que donne la génération des requêtes SQL. Alors, rien de très compliqué jusqu'à présent non plus. J'ai un DB context qui n'a d'ailleurs qu'une table blog. Un blog, c'est un nom et une URL. Et le setup, on s'en fiche. Et sur mon DB context, je fais 2 updates, 6 insertions. Je vais aller vérifier ce que fait réellement Entity en sous-main. Et pour ça, je vais utiliser un profiler. Tac, 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 en pause. EF6, ce qu'il faisait, c'est qu'en gros, à l'intérieur d'un using d'un DB context, il accumulait, il traquait les changements, et quand vous faites save changes, il exécutait une requête pour chacune de ces modifications. Un des gros axes d'amélioration qui a été mis en place avec EF-Core, c'est que maintenant, les modifications sont batchées. C'est-à-dire que je vais exécuter une seule transaction, d'ailleurs une seule commande SQL pour l'ensemble de mes changements. Et j'ai également un contrôle assez fin sur la façon dont il le fait. Oui, si c'est bon. Tac. Alors, donc là, j'ai 8 changements en total, mes 2 updates et mes 6 inserts. Et je vais aller regarder la requête qui est réellement générée.
Qu'est-ce qu'il m'a fait? Tout le monde aime les traces SQL Server. J'ai donc effectivement une seule requête qui a été exécutée, donc un execute SQL qui contient l'ensemble des commandes à exécuter. J'ai bien mes un update, deux updates, et il déclare une table d'insertion qui contient mes 6 insertions. Et ensuite, il me charge ça dans des tables qui me rendent pour que je puisse récupérer les ID de mes objets nouvellement créés. Mais voilà, donc j'ai bien une et une seule requête qui a été exécutée, une et une seule commande SQL. Le truc, c'est que j'ai un petit peu la main là-dessus. Dans mon DB contexte, moi j'estime que je suis plus intelligent que le moteur Entity et je connais mieux ma base de données, donc je vais vouloir tuner un petit peu la façon dont il exécute ses requêtes. Max batch size de 4. Donc là, ce que je lui ai dit, c'est que... non, je n'ai pas besoin de ça. Là, ce que je lui dis, c'est ne m'exécute pas plus de 4 change pour chaque commande. Donc là, en gros, je vais batcher. Je vais séparer en plusieurs lots, en fait, l'ensemble des modifications. Ça peut être pertinent dans le cas où on fait un... Je sais pas, on peut imaginer un batch qui fait énormément d'écriture d'un coup, et on va pouvoir les séquencer un petit peu pour rendre le boulot un petit peu moins douloureux pour la base de données. Je réexécute mon bout de code. OK. Je redémarre mon profiling. Voilà, merci. F10. Je coupe mon profiler. Et là, je vois bien que là où jusqu'ici, j'avais eu, la fois d'avant, j'avais une seule requête qui avait été exécutée, maintenant j'en ai 2. Et chacune porte au maximum 4 changements à exécuter. Voilà, la première, j'ai mes 2 insertions, mes 2 updates et 2 insertions, et dans la deuxième, j'ai les 4 insertions restantes. Alors, on va encore tuner 2-3 choses. Tac, on va fermer tout ça. Alors, une nouvelle application console qui contient, pour changer, un DB contexte avec des blocs, des posts. Et qu'est-ce que je voulais faire? Oui, j'ai une requête ici qui me fait de la recherche. Et là, pour l'instant, si j'exécute ça, globalement, Entity, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me faire un select 12 from blogs where mon URL like %, mon terme %. Voilà. C'est la requête la plus logique, la plus simple à générer, mais voilà ce qu'il va faire. Moi, développeur sur ma base de données, j'estime être plus intelligent que Entity. Ce problème-là, je le connais bien. Pour ça, j'ai codé une fonction. Ça, je pense qu'on n'en a plus besoin. J'ai codé une fonction qui s'appelle searchBlogs, qui prend en entrée un terme et me donne en sortie un tableau qui contient la liste des blocs qui correspondent à mon terme. Maintenant, je veux que Entity utilise spécifiquement cette fonction plutôt que de générer lui-même la requête. En gros, je veux
Je veux tweaker Entity pour lui dire ne me génère pas toi-même la requête, utilise celle que je te donne. Pour ça, on va faire var blogs égale db.blogs.fromSQL select equal from search blogs de @p0. Ça, c'est la convention de passage d'arguments à des fonctions et procédures stockées dans SQL Server. Et utilise-moi terme. Et forcément, j'ai coupé mon profiler alors que j'en avais besoin. Et j'exécute. Je cherche. Qu'est-ce qu'il y a dans ma table blog? J'ai 3 entrées. Si je donne 4, il devrait m'en trouver 2. 4. Ok, il me trouve bien mes 2 blogs. Et je regarde mes traces. Effectivement, il a utilisé la requête SQL que je lui avais donnée. Ce qui est intéressant de noter là, c'est que j'ai pu tweaker, j'ai pu tuner la requête SQL qui était générée. En revanche, je n'ai pas touché du tout au mapping. J'ai gardé le mapping entity existant. Il s'est débrouillé pour me récupérer le résultat de ma requête SQL et me mapper ça dans mon entité blog. Et j'ai rien eu à toucher à ce niveau-là. Pour ça, il faut évidemment que vous vous assuriez que la fonction ou la procédure stockée que vous appelez rend bien un résultat compatible avec le modèle, sinon il ne retrouve pas ses petits et forcément ça ne marche pas. On va descendre un petit peu plus profondément dans le capot et tac tac. Tac. Ferme-lui. Je veux maintenant savoir un petit peu ce qu'Entity fait sous le capot et je veux qu'il me dise comment il est configuré. Pour ça, eh ben, en fait, on va utiliser le resolver de l'injection de dépendance pour qu'il me rende le service qu'il utilise. Donc, dans mon DB contexte, qu'est-ce que je veux? Je vais récupérer le service provider. Égal db. Infrastructure. Donc, la méthode d'extension getInfrastructure me rend le conteneur IOC qui est utilisé par Entity. Maintenant que j'ai mon conteneur IOC, je vais pouvoir récupérer les services qui sont paramétrés. Dont mon type mapper. Service provider, .get service. Ça, c'est les choses auxquelles vous allez assez rapidement vous habituer. Comment il s'appelle? Irrelational type mapper. Donc là, avec l'IOC, j'ai pu récupérer le service qui est utilisé pour faire le mapping entre mon monde objet et mon monde relationnel. Et je vais afficher son nom. Type mapper.getType.
entity.name. Donc, j'ai bien un SQL Server Type Mapper. Et maintenant, je veux savoir avec quoi Entity, par défaut, me map un bool dans le monde relationnel. Pour ça, je vais aller interroger mon type mapper. Typemapper.getMapping de type of de bool. Pardon. Donc là, il m'a récupéré le mapping, et à partir du mapping, je peux récupérer le store type. Donc, Entity me map un bool avec un bit côté SQL Server, ce qui est plutôt logique. Et avec ça, je peux aller regarder comment il me stocke une chaîne de caractères, comment il me stocke un char et un datetime. Donc, un bool, c'est toujours un bit. Une chaîne de caractères, c'est une varchar de max. Un char, c'est un int, c'est le code ASCII. Et un datetime, c'est le datetime 2. Même s'il est suffisamment intelligent pour savoir aussi mapper un datetime. Donc voilà, c'est assez facile de consommer les services. Tout se passe avec l'injection de dépendance. Et je vous engage vraiment à devenir familier avec ce truc-là parce que ça va devenir complètement central dans les applis .NET Core. Ce que je veux vouloir maintenant faire, c'est aller un petit peu plus loin que juste regarder comment ça marche. Je veux prendre la main. Alors, j'ai un exemple ici où qu'est-ce qui m'intéresse? C'est lui, j'ai un DB contexte. J'ai un DB contexte qui a uniquement une collection de blogs. Un blog, c'est 3 propriétés, blog ID, URL et metadata. Ce truc-là, par défaut, si je le lance, j'ai raffiché par défaut on va dire que j'ai mappé, que les bools sont mappés avec des bits et les chaînes de caractères sont mappées avec un varchar de max. Tac. Et on va aller voir ce que ça donne côté base de données. Voilà. Dans mon application, j'ai envie de dire que en fait, les métadatas de mon blog, je les ai tagués avec un attribut XML. Ce que je vais vouloir dire à Entity, c'est que quand tu rencontres une propriété taguée XML, moi je sais que je vais mettre du XML dedans, donc je veux que tu me le stockes sous forme de XML dans la base de données. Donc, je vais aller customiser un petit peu la façon dont Entity fait son mapping. Pour ça, alors je vous montre juste vite fait l'attribut XML, c'est pas très intéressant. J'ai juste overridé l'attribute. Ça me permet simplement de taguer certaines propriétés, de leur donner un tag particulier. Et j'ai codé un custom SQL Type Mapper qui hérite de SQL Server Type Mapper et dans lequel je veux lui dire que quand tu essaies de mapper une propriété, si elle est taguée avec mon attribut XML, à ce moment-là, je veux que tu me la stockes sous forme de base de données, sous forme de XML dans la base de données. Parce que pour l'instant, c'est une chaîne de caractères. Donc je suis en train d'écrire mon type mapper custom. If property.hassel attribute de
XML attribute. À ce moment-là, je retourne XML, qui est un relational type mapping qui mappe une chaîne de caractères avec du XML. Voilà. Donc là, d'ailleurs, on va l'écrire de façon un petit peu plus jolie. Si tu as l'attribut XML à ce moment-là, retourne-moi mon mapping custom, sinon, utilise celui de base. Je vais maintenant vouloir aller enregistrer ce mapper. Ça se passe au moment où, dans la configuration de mon DB contexte. Donc cette méthode elle est exécutée uniquement quand je configure mon DB contexte, c'est-à-dire à chaque modification de la base du modèle de données. Et j'avais pas envie de retaper 15 fois le même code, donc voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai instancié un nouveau service collection qui est actuellement, en fait, c'est plutôt un mauvais nom pour, en fait, c'est un builder de container IOC. J'en instancie un nouveau. Je lui dis configure-le-moi comme en tant que Entity Framework SQL Server. Donc ça va aller m'utiliser tous les mappings, ça va aller me charger toute la configuration nécessaire à Entity Framework et SQL Server. Ajoute-moi le singleton SQL Server Type Map. Plutôt que d'utiliser un SQL Server Type Mapper, utilise-moi mon mapper custom. Et enfin, utilise ce conteneur IOC plutôt que celui que tu avais chargé de toi-même. C'est terminé. Mon metadata est bien stocké sous forme de XML, alors que le reste de mes chaînes de caractères est bien stocké sous forme de nvarchar de max. Voilà. Donc globalement, en quelques lignes de code, j'ai pu customiser la façon dont mon mapping est généré en utilisant simplement les principes d'IOC et en overridant en surchargeant certaines classes. Je suis dans les temps, je ne sais plus. Je suis à la bourre. Là, il m'en reste une dernière. Non, je vous fais grâce de la dernière, elle n'est pas super intéressante. Je m'étais dit que je m'arrêtais quand j'arrivais à l'heure, et puis bon, c'est pas très grave. On va clore là-dessus. Voilà, le but du jeu, c'était simplement vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire avec EF-Core. Vraiment, les gros trucs à retenir, c'est les perfs. Enfin, c'est vraiment le gros breaking change avec EF6. L'ensemble des principes IOC, c'est-à-dire que je peux facilement débrancher un comportement, rebrancher un autre. C'est facile, le moteur il est ouvert, et ça c'est quelque chose qui est valable donc à la fois dans EF-Core, mais aussi dans tout le monde .NET Core. Et ben voilà, et merci beaucoup. Et si vous avez des questions, si vous en avez, allez-y maintenant, sinon il y a une petite séance de questions-réponses à la toute fin. Pas de questions? On remballe. Merci beaucoup.